pour générer un champ magnétique, J'ai une petite lampe dynamo, je sais pas si ça... c'est toujours utile. Ça, je fais des ronds, donc j'ai de l'énergie cinétique, d'accord? Et, paf, j'ai fait de la lumière, donc j'ai fait un courant électrique, d'accord? Donc j'ai transformé, si je m'en fous pas plein la figure, de Il y a la l'énergie... régie qui pleure parce que tu as éclairé la caméra. Ah, pardon. De l'énergie cinétique en énergie magnétique. Voilà. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a une bobine de cuivre, Ouais, c'est ouais, magnétique, ouais, après ça fait... C'est comme... Voilà. C'est un alternateur, c'est... Ouais, donc avant, quand on avait des dynamos sur les vélos, ça fonctionnait pareil. Voilà. Maintenant, on a des piles. vélo électrique. Ouais, on a des électriques. Ok, donc là, on a... Donc moi, j'ai transformé... J'ai pas fait une dynamo pour de vrai, là, hein, d'accord? Mais j'ai transformé de l'énergie cinétique en énergie électrique et en chaleur, parce que j'imagine qu'il y avait une résistance. Dégager de la chaleur. Bah là, ça va être pareil. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, déjà, il faut des écoulements assez intenses, d'accord? Et le deuxième truc, c'est qu'il faut que je sois dans un truc qui conduise l'électricité. Ce qui tombe bien, c'est du fer. Le fer, c'est bon conducteur d'électricité. Donc, si je fais des écoulements assez intenses dans un fluide qui est suffisamment bon conducteur d'électricité, si je me débrouille bien, je suis capable de générer une dynamo. Il y a des critères pour que ça fonctionne, mais la Terre valide les critères. En gros. Et donc, on a un déplacement d'un fluide, Ouais. même si à notre échelle, il paraît pas si fluide que ça, encore que. Mais il est complètement fluide. Oui, il est complètement fluide. Oui, c'est vrai. Il est liquide, comme de l'eau. Comme de l'eau. Il est fluide, il conduit de l'électricité, et donc ce déplacement-là va générer, vu qu'on a des électrons qui se déplacent. On peut avoir des électrons qui se déplacent puisqu'on est dans un métal. Donc le métal, c'est la caractéristique, c'est qu'il y a des électrons qui sont libres de se promener d'un atome à l'autre. On est dans un milieu qui est neutre, hein, c'est-à-dire que globalement, le noyau, il est neutre, mais il peut y avoir des déplacements d'électrons. Des déplacements d'électrons, ça veut dire courant électrique. Et si je fais une boucle de courant électrique, je fais un champ magnétique. Ça, c'est les lois de Maxwell. On est au 19e siècle. Hein, donc, c'est Faraday, Ampère, tout ça. Quoi. Et quand on a des mouvements, quand on génère des mouvements, on peut générer des différences de potentiel qui sont à l'origine de courant électrique. D'accord ? Donc, ça, c'est la loi d'Ohm. Pour ceux qui se rappellent, U égale RI dans les cours de physique. Là, mais c'est pareil. Les mauvais souvenirs. Voilà. Donc, c'est U égale RI... plus Faraday et Ampère. Quoi. C'est aussi simple que ça, pour le coup. Ouais. C'est ça. C'est incroyable. Non, c'est pas si simple, mais ça veut dire qu'on est capable, quand on génère des mouvements, de créer des courants électriques. Ces courants électriques vont générer un champ magnétique, et ce champ magnétique va s'auto-entretenir. D'accord ? Il ne suffit pas de le générer, il ne faut pas qu'il meure en plus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ces mouvements... Il faut que les mouvements ils soient capables de générer ce champ magnétique qui vit. D'accord ? Donc il faut qu'ils vivent, et qu'ils vivent sur des temps suffisamment longs pour qu'on appelle ça une dynamo. Ok ? Et c'est ce qui se passe sur Terre. C'est ce qui se passe dans le noyau. Ouais. Aux dernières nouvelles, on a toujours un champ magnétique. On a toujours un champ magnétique. Et ça, on a des traces du champ magnétique. Alors on a des mesures directes. Alors les mesures directes, c'est récent, il faut avoir des instruments. Alors les mesures directes remontent à peu près à 4 siècles. On a des boussoles, on a des boussoles d'inclinaison, de déclinaison. Donc, le champ magnétique, c'est un vecteur, en fait. Donc, il faut avoir une direction et une intensité. La direction, si on prend une aiguille aimantée, imaginez que ça, c'est une aiguille aimantée. Si je la laisse libre de se promener sur un axe de rotation qui va être mon doigt, là, elle va s'orienter dans la direction du champ. Imaginez que le nord est par là, paf, elle se met comme ça. Alors, elle ne se met pas exactement par là, parce que le nord géographique et le nord magnétique, c'est pas exactement la même chose. Ils sont pas tout à fait alignés. Il y a des histoires comme ça. Mais c'est-à-dire que la boussole, on a des mesures avec des boussoles. Donc là, on appelle la déclinaison. L'angle de l'aiguille par rapport au nord, c'est la déclinaison. Ça a 4 siècles à peu près. D'accord ? Alors, on a des boussoles d'inclinaison aussi qui nous disent, parce que le champ magnétique, il est vers le nord, mais en fait,
à chaque endroit de la Terre, il est orienté par rapport à l'horizontale aussi. Donc si on peut faire tourner l'aiguille comme ça, de manière libre, l'aiguille elle va s'orienter pile dans la direction du champ. Donc ça, c'était un peu plus compliqué de faire ces mesures-là, mais ça on sait faire depuis plusieurs siècles aussi. Donc on a 400 ans de mesure de ces trucs-là. Ah bah voilà, on a un exemple. Exactement. Et après l'intensité, c'est un peu plus compliqué, il faut attendre Gauss pour avoir des mesures d'intensité absolue. Donc ça c'est 1840, un truc comme ça. Mais d'ailleurs, il y a plein d'histoires avec ces mesures-là, c'est incroyable. Mais ça, c'est quand même court, quoi. Je veux dire, 150 ans, 180 ans, par rapport à l'histoire de la Terre, c'est pas grand-chose, quoi. Donc quand on veut remonter dans le passé, on est obligé d'aller chercher des mesures indirectes. Donc on va aller chercher des enregistrements du champ magnétique dans des roches. Dans les roches à la surface, il y en a plein. Ouais. Donc il y en a plein. Et, oui, des roches, il y en a plein. Des roches qui enregistrent le champ magnétique exploitable, il y en a moins. Et c'est pas forcément des roches non plus. Ça peut être aussi. Il y a des gens qui vont regarder, par exemple, des fours de potier qui ont été faits par des humains. Ce four, la dernière fois qu'il a été chauffé, eh bien, on se retrouve à avoir, imaginez un four en brique. Dans la brique, il y a des petites particules qui peuvent s'orienter potentiellement dans la direction du champ magnétique. La dernière fois qu'il a été chauffé, quand il a été refroidi la dernière fois, ça s'est figé. Ça s'est figé. Et ça s'est figé dans la direction du champ magnétique. Parce que moi, j'allais te dire, ok, oui, dans le fond des océans, il y a des roches volcaniques qui tracent. Ouais. Non, les fours de potier. Eh ben non, mais tout est bon à prendre. C'est-à-dire qu'il y a des données qu'on va prendre dans des laves. Donc il y a des gens qui vont faire ça. Tu parlais d'Hawaï, il y a plein de mesures qu'on appelle du paléomagnétisme, d'accord. Des gens qui vont chercher ça dans des laves. Il y a des gens qui vont chercher ça dans des sédiments lacustres. C'est-à-dire qu'on peut avoir au fond des lacs. Donc au fond des lacs, il peut y avoir des petites particules quand ça sédimente qui s'orientent aussi dans le champ magnétique. D'accord, et on peut faire ça dans des artefacts humains, donc des briques, par exemple. Alors, ce qui est intéressant dans un four, par exemple, c'est que si on fait le prélèvement, on peut orienter le prélèvement. On sait dans quelle direction il n'a pas bougé, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, on peut faire ça dans la poterie, mais la poterie, on ne sait pas comment elle est orientée. Donc c'est plus difficile. Il y a des gens qui font ça dans ce qu'on appelle des spéléothèmes aussi. Ils vont prendre des stalagmites ou des stalactites. Et puis, pareil, quand on forme la stalactite et la stalagmite, il y a des particules qui peuvent s'orienter suivant la propriété des roches qui forment les stalactites. On peut se retrouver à avoir des enregistrements du champ magnétique dans des stalactites. Donc si par exemple j'approche un aimant d'un four de potier ou d'une stalactite, je vais réorienter tous ces trucs-là et je vais faire pleurer des géologues, c'est ça ? Alors, potentiellement, oui. Ok, bon. Non, je trouve ça incroyable de se dire que justement, on étudie l'intérieur de la Terre, on étudie des choses qui sont à des milliers de kilomètres sous nos pieds, mais finalement des constructions humaines qui datent d'il y a quelques centaines, quelques milliers d'années, peuvent être utiles pour comprendre la dynamique au centre de notre planète. C'est quand même incroyable. Et vice-versa, c'est-à-dire que la mesure archéomagnétique peut être utilisée comme un moyen de datation pour les archéologues. C'est-à-dire que imagine qu'on soit à un endroit où on connaît bien la variation du champ magnétique parce qu'on a déjà plein de mesures, on a un objet, on ne sait pas de quand il date. On fait la mesure de paléomagnétisme sur cet objet, il peut nous dire, si on croise avec la courbe qu'on appelle de paléo-intensité ou de paléo-champ magnétique, on peut réussir à avoir des contraintes sur la datation des objets. C'est utilisé en archéologie, ces trucs-là. Bah, c'est fou. J'ai rien d'autre à dire que c'est fou. Donc il y a des gens qui font ça pour des éléments au Moyen-Âge. Il y en a qui vont utiliser ça pour étudier. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste de ces trucs-là, mais comment l'âge de fer s'est propagé ou est né à différents endroits en Afrique. Donc c'est un outil en fait indirect pour faire de la datation en archéologie.